Question 4. Question 4. Un problème d'analyse de machine à état fini synchrone. Cette fois-ci, c'est pas du VHDL qu'on vous donne, mais plutôt un schéma. Il y a des portes logiques, bascule D, des sorties. Puis là, je vous demandais de trouver les équations d'excitation, puis ça les sorties, construire la table de transition sortie, dessiner le diagramme d'état. Puis là, à partir de vos résultats, je vous demandais de compléter les deux chronogrammes qui sont en dessous ici. Hein. Okay. Donc, démarche très similaire à la question précédente. C'est juste que là, on part d'un schéma avec des portes logiques et des bascules à la place. Mais il reste que, une fois qu'on a trouvé nos équations, tout le reste va être pareil. La seule différence pour cette question-là en particulier, hein, c'est que je vous demandais aussi de compléter des chronogrammes. Donc, équation d'excitation. Ben, c'est les équations qui déterminent le futur, ça. Donc, ici, j'ai trois bascules. Donc, je vais avoir un Q2 étoile, Q1 étoile, Q0 étoile. Mon Q2 étoile, je regarde ça ici. Un OU à 3 entrées. Q2, OU exclusif entre A et B. OU exclusif entre Q1 Q0. OK. Q1 étoile. Attendez un petit peu. Oui, je vais oser le mettre en bleu pour souligner que c'est notre Q2. OK. Donc, Q1 étoile, lui. Un OU à 3 entrées. Première des entrées de OU. J'ai Q1. Puis la sortie d'un OU. Ce OU-là à 3 entrées a Q2. Non A. B. Deuxième entrée, c'est la sortie d'un E à 3 entrées. Q2, B bar, Q0 bar. Troisième entrée, j'ai un OU à 2 entrées. Q2 inversé ou A qui rentre dans un E avec B. Q0 bar. Ensuite, Q0 étoile. Q0 étoile est en bas ici. Ah là, il y a bien du monde là-dedans. Premier OU. J'ai Q2. Dans mon OU ici, j'ai Q0. L'autre entrée là, c'est un E. J'ai Q1 bar. Puis ça, c'est un OU entre A bar, B. Hey, mon chien a décidé qu'il me rendait fou, là. Je sais pas c'est quoi son problème. OK. Je pense que tout le monde est là. Q2, Q0, Q1 bar. Ouais. Deuxième entrée du OU. Un E. J'ai un non OU entre Q2, Q0. Ça rentre dans un E avec B bar A. OK. Et enfin, la troisième entrée,
J'ai Q1 bar. B. Ça, c'est un et. Un ou exclusif entre A et Q0. OK, je pense que c'est ça. À ça que ça ressemble. Je vais juste jeter un petit coup d'œil, m'assurer que je ne me suis pas fourvoyé. Ouais, a priori, c'est ça. Les entrées, les sorties maintenant. J'ai F. F, c'est un et deux entrées. J'ai Q2. Et puis l'autre entrée, c'est une sortie d'un OU. Mon OU, c'est Q1, Q0. OK. G1. C'est directement Q1. G0. Directement Q0. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut pour faire le reste de ma démarche. Okay. Mais là, évidemment, c'est peut-être pas la forme la plus commode pour remplir une table de transition, ces équations-là. Et qu'est-ce que je veux dire par pas commode? Ben, les ou exclusifs, vous n'êtes pas nécessairement habitué de traiter avec ça. Comment est-ce que je peux remplacer un ou exclusif par quelque chose qu'on connaît plus, comme une somme de produits? C'est quoi un ou exclusif déjà? Okay, ce symbole-là. Mais mieux fait que ça, là. Un ou exclusif ici à deux entrées, là. Quand est-ce que la sortie va être à 1? Quand une des entrées est égale à 1, mais pas les deux. Okay. Donc, notre ou exclusif ici, hein. Oups. Va être égal à 1 au centre ici, mais pas deux extrémités. Tandis que ces ou exclusifs-là, on peut les remplacer par des sommes de produits. Hein. Okay. Dans cet exemple-ci, c'est ça les termes correspondants. Donc, un ou entre ces deux-là, c'est l'équivalent de notre ou exclusif comme ça ici. Et donc, vous n'êtes pas à l'aise avec les ou exclusifs dans les équations, il n'y a rien qui vous empêche de les remplacer par des sommes de produits. Et puis sinon, l'autre chose qui n'est pas super le fun ou commode là, pour remplir une table de transition ici, hein, c'est des grosses imbrications comme on a ici, par exemple. Okay, mais vous n'avez pas besoin d'utiliser ça tel quel. Vous pouvez distribuer. Vous pouvez manipuler vos équations, finalement, là, pour vous faciliter de la vie quand vient le temps de remplir votre table de transition. OK? Donc, si je prenais ça, justement, j'aurais pas dû effacer ça, finalement. Si je prenais juste ce bout-là ici, puis que je voulais me simplifier la vie un petit peu, ben le Q2, je peux le distribuer à l'intérieur. OK, donc Q2, Q0. Ensuite, Q2, Q1 bar. OK, donc dans un premier temps, j'ai ça. Et ensuite, ben ça, je peux simplifier ça encore un petit peu. Ben simplifier, distribuer encore un peu. Donc j'ai Q2, Q1 bar, A bar. Q2, Q1 bar, B. Fait que ce que j'ai de souligné ici en bleu, je peux le remplacer par la nouvelle expression que j'ai en bas là. OK? C'est plus commode pour remplir ma table de transition. Donc, une fois que j'ai mes équations, puis qui sont à mon goût,
Je remplis ma table de transition. Je le fais de façon méthodique, terme par terme, pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Puis vous devriez arriver à quelque chose qui ressemble à ça ici. Okay. Donc vous devriez arriver à quelque chose qui ressemble à ça ici. Puis là, l'étape d'après, pour construire notre table d'état sortie, ben, c'est de donner des noms à nos états. Par exemple, je pourrais appeler lui E0, E1, E3, E4, et ainsi de suite. Pas E4, là, ici, c'est E2. E4, E5, dans mon cas, je parle, là. E7, E6. Puis là, une fois que j'ai ça, ben, je suis prêt à remplir ma table d'état sortie et éventuellement à dessiner mon diagramme d'état. Puis une fois que tout ça est fait, devrait être arrivé à un diagramme d'état qui ressemble à ça ici. Qui ressemble à ça ici. Ici? Non, on n'a pas d'équation à sortir. Non, non, non. Vous pourriez très bien les mettre en ordre croissant. C'est surtout intéressant de les mettre dans un ordre qui ressemble aux tables de Carnot quand on va sortir des équations d'excitation à partir de la table de transition. Mais pour l'analyse, non, il n'y a pas de réel intérêt de mettre ça dans cet ordre-là, non. Moi, je le fais dans cet ordre-là parce que je suis plus à l'aise et plus rapide pour remplir ma table de transition quand je regarde mes équations, là. Mais sinon, vous y allez dans l'ordre que vous voulez, là, il n'y a pas d'intérêt particulier à le faire comme ça. Donc voilà. Pour la question 4, la difficulté de la question 4, c'était de ne pas se tromper dans les équations d'excitation, puis de ne pas se tromper lorsque vient le temps de créer une table de transition non plus. Après ça, le reste là, est assez simple finalement. Dans le diagramme d'état, il faut surtout s'assurer que toutes les transitions sont là. Donc, dans ce cas-ci, toutes les transitions, ça se traduit par 4 flèches sortantes par état présent. Donc, c'est de s'assurer que chacun de nos états ont l'équivalent de 4 flèches sortantes. Et certaines flèches peuvent valoir plus d'une flèche, là. Comme par exemple pour E7 ici, là, il n'y a personne qui sort de E7. E7 est un état final. Donc, on voit que dans tous les cas, il boucle. Donc, cette flèche-là, elle vaut 4 flèches, finalement. Est-ce qu'il y a des questions sur la question 4? Ah, le chronogramme. Peut-être s'attarder un petit peu au chronogramme. Je vais en faire, disons, un des deux. OK, donc notre chronogramme. On a des variations sur les entrées. On a notre horloge. Mais là, ici, il s'agit de suivre. Attendez, je vais déplacer les choses un petit peu, hein. OK. Donc, il s'agit de suivre, par exemple, notre table de transition. Puis on peut remplir tout ça. D'autant que ici, ce n'est pas le nom des états présents, mais plutôt des variations sur les variables d'état, là. Ben déjà, on regarde lorsqu'on est dans l'état présent 0000 et que les deux entrées sont à 0. Qu'est-ce qui se passe? Ben, l'état futur, c'est 001.
Donc, état futur. Ici. 0, 0, 1. Donc, à l'arrivée du front montant d'horloge, qu'est-ce qui va se passer? Bien, le présent va devenir 0, 0, 1. Pour sûr, jusqu'à l'arrivée du prochain front montant, auquel cas, là, après ça, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer encore. Donc, le présent devient le futur. Le futur devient le présent, pardon. Okay. C'est lui directement, là, au front montant de l'horloge, qui est transféré là. Maintenant, lorsqu'on est dans l'état présent 001, okay, donc on est ici, on doit regarder que vaut le futur lorsque A et B sont tous les deux à 0. A et B qui est égal à 0, c'est 1, 0, 0. Et ça va rester comme ça tout le long jusqu'au prochain front montant, puisqu'il n'y a pas de changement sur A et B pendant ce temps-là. Donc 1, 0, 0. Et là, à l'arrivée du prochain front montant de l'horloge, le futur devient le présent. Oups. Donc 1, 0, 0. OK. Maintenant, lorsque le présent, c'est 1, 0, 0. Donc, on est ici. On s'intéresse au futur alors que A et B sont tous les deux à 0. Le futur est 1, 1, 1. Mais là, il faut faire attention. Il va y avoir une autre transition sur l'état futur parce qu'on va avoir B qui va passer de 0 vers 1. Et donc, ici, là, à ce moment-là, approximativement, là, on va avoir un autre changement encore sur l'état futur. Donc ici, le futur, qu'est-ce qu'il vaut? Bien là, on regarde pour l'état présent 1, 0, 0. Lorsque A et B sont tous les deux à 0, c'est 1, 1, 1. Ensuite, lorsqu'on est A qui vaut 0, B qui vaut 1, A qui vaut 0, B qui vaut 1, on est ici, c'est 1, 0, 1. À l'arrivée du front montant de l'horloge, le futur devient le présent. Donc là, on se déplace à l'état présent 1, 0, 1. Là, on a une situation similaire à tantôt. On a des entrées qui vont changer. Donc, à peu près ici. On a le futur ici. Qu'est-ce qu'il va valoir? Bien, on va voir l'état présent 1, 0, 1. On regarde pour A qui vaut 0, B qui vaut 1. A qui vaut 0, B qui vaut 1, c'est ici. C'est 1, 0, 1. Ah! Mais en fait, j'avais même pas de transition ici. Parce que c'est pour la même chose. C'est la même chose que pour l'état présent 1, 0, 0. Et on voit ici, on a 1, 0, 1. Puis là, on a 1, 0, 1 dans les deux cas. Donc, je ne suis pas obligé de mettre la transition comme ça ici. Je peux juste le laisser dans la continuation comme ça. Ici, lorsqu'on a
la transition de A qui passe de 0 vers 1. On regarde qu'est-ce qui se passe. On est dans 1, 1. Le 1, 1, là, c'est 1, 0, 1 aussi. Ah! Donc, finalement, là, ici, tout le long, c'est 1, 0, 1. Puis ça va rester 1, 0, 1 jusqu'à la fin. Puisqu'au front montant de l'horloge, ici, le futur devient le présent, mais on était déjà 1, 0, 1. Donc, ça va rester 1, 0, 1. Comme ça. Il me reste à faire les sorties maintenant. Bien, les sorties, je regarde seulement l'état présent. Je ne regarde pas l'état futur. Et pour l'état présent 0, 0, 0, la sortie F vaut 0. Pour l'état présent 0, 0, 1, la sortie F vaut 0 aussi. Pour l'état présent 1, 0, 0, 1, 0, 0, la sortie F vaut 0. Pour l'état présent 1, 0, 1, la sortie F vaut 1. Donc ici, j'ai une transition. Puis il reste là comme ça jusqu'à la fin. G sur 2 bits. Pour l'état présent, toutes des zéros, c'est 0, 0. Il nous était déjà donné. Pour l'état présent 0, 0, 1, c'est 0, 1. Pour l'état présent 1, 0, 0, c'est 0, 0. Pour l'état présent 1, 0, 1, c'est 0, 1. Okay, donc, c'est le chronogramme attendu. Le premier des deux chronogrammes attendus, en fait. Parce qu'il y en avait deux que je vous demandais de compléter. Celui-là. Et puis, celui sur la droite ici. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la façon dont j'ai procédé pour remplir le chronogramme? Non, alors j'assume que ça va. Je arrêterai l'enregistrement pour la question 4.